On a réussi à grimper jusqu'en haut, il fait super froid. On est trop contents. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui de la gare de Shinjuku. Donc on a dû s'y aventurer pour aller chercher du matériel qu'on a loué pour la fameuse ascension du mont Fuji. Le départ est prévu demain matin à 6h50 pour la navette jusqu'à la première gare du mont. Clémence, qui m'accompagne, est un peu stressée. Pour l'instant ça va pour moi, mais bon on verra. Le sac est prêt pour demain. Après être arrivés en navette dans la ville de Gotemba, nous avons pris un taxi jusqu'à la 5e station du mont Fuji, qui était notre point de départ. Normalement, ce trajet peut s'effectuer en bus, mais nous avons manqué le nôtre à cause du retard pris par la navette de Tokyo. Nous aurions pu attendre le prochain bus, mais sincèrement, nous ne voulions pas avoir à nous presser dans notre ascension. Après calcul, cela nous revenait quasi au même prix à 3, et nous avons pu ainsi discuter avec le chauffeur de taxi qui, lui, a monté plus de 20 fois le mont Fuji depuis sa jeunesse, et donc bénéficier de ses conseils. Ils ont un petit curry en forme de mont Fuji. Donc là on est posé dans la petite cabane de départ. On s'habitue un petit peu à la température. Donc le trail qu'on va prendre aujourd'hui c'est celui-ci. C'est pas le plus commun. Cette dame essaie tant bien que mal de souffler dans ce coquillage pour nous souhaiter bon courage, comme cela se faisait avant une bataille du temps des samouraïs. Ça y est, on peut commencer l'ascension. Le début de la randonnée s'effectue dans la forêt. C'est surtout pour cela que nous avons choisi ce chemin, car, en plein été, nous voulions nous épargner un maximum de marcher au soleil. Bon, là on a fait la première pause de 10 minutes, on a mangé, on a bu et maintenant c'est reparti. C'est trop beau. On est enfin sorti de la forêt. C'est assez dégagé donc on peut voir un peu la ville en bas et surtout le sommet. Donc c'est cool. Le plus beau arrive. On arrive dans 200 mètres à la première station. On va pouvoir se reposer. J'ai pris un gyudon. Gyudon to miso shiro. Pris un gyudon, un miso shiro et Kiko a pris un chukadon. Ça fait du bien, c'est chaud. Donc nous, le trail qu'on a choisi de prendre, c'est le Subashiri Trail qui fait tout ce chemin. Et on va dormir ici et on se trouve actuellement ici. Il nous reste à peu près 2 heures avec une marche normale, mais vu qu'on est un peu lente, peut-être 3 heures. On voit bien à quel point le temps est changeant. Ici, on a un très joli ciel bleu.
Et là, un ciel gris. Et là-bas, la ligne toute droite là, c'est le chemin de retour. Ça va pas être facile, hein. Jusqu'à l'auberge, il nous reste à peu près 1h30 de marche. On s'en sort plutôt bien. On fait des bonnes pauses, on va pas trop vite. Je pense qu'on va y arriver très tranquillement. En tout cas, c'est super joli et on est super content d'avoir pris ce chemin parce qu'il est très vert. Et on a un super temps, il pleut pas. Parfois, on a même un peu de soleil, mais pas trop. Donc on n'a pas à se plaindre. On est grave contente. Petite ville fantôme. Ça y est, on l'aperçoit, le gîte dans lequel on va passer la nuit. Avec la nuit, nous avions aussi commandé un repas composé d'une petite entrée, d'un curry et de thé. Un bento est aussi prévu pour emporter le lendemain matin. On a aussi commandé un oden. Il est 18 h et c'est l'heure de dormir pour nous parce qu'on se réveille à 1 h pour continuer l'ascension et pouvoir voir le lever du soleil demain matin. Il est 2 h du matin. Et on décolle pour le sommet. I can't do leggings. It's like, oh my god. Cet écriteau signifie qu'il y a quelqu'un de la famille impériale qui a séjourné ici. Ça va? On a la station 8, il ne nous reste plus qu'un palier pour arriver au sommet. C'est cool. Ça y est, on arrive au sommet. Dernier tour.
On doit faire tout ce chemin pour redescendre jusqu'à là-bas. Avant de vous quitter, je me permets de vous prendre un petit peu à part pour vous donner quelques précisions sur mon expérience avec du recul. Pour cette expédition, nous sommes partis à 3. Dans mon sac, j'avais une grande gourde que j'avais malheureusement du mal à remplir sur le mont. Donc à 2 ou 3 reprises, j'ai dû acheter des bouteilles d'eau dont le prix variait entre 400 et 500 yens. Et au-delà du prix, ce qui m'a un peu dérangé, c'était aussi cette grande consommation de plastique parce qu'on trouvait pas de bouteilles à plus de 50 centilitres. Et aussi, il faut savoir qu'il est très dur de se débarrasser de ces déchets sur le mont. Donc pour se débarrasser de ces bouteilles usagées, en général les commerçants veulent bien vous en débarrasser contre l'achat d'une nouvelle bouteille. Pour pouvoir se procurer ces bouteilles, nous avions donc de la monnaie avec nous et notamment des pièces de 100 yens qui nous permettaient de nous rendre aux toilettes qui sont à peu près à 200 yens. J'avais aussi des bâtons de marche. Je vous avoue que je savais pas comment m'en servir avant le départ, mais vu qu'on avait un sac un peu lourd du fait de passer une nuit sur le mont, le fait d'avoir ces bâtons pour pouvoir s'appuyer était plutôt pratique. Nous avions aussi prévu des imperméables et des coupe-vents au cas où nous rencontrions de la pluie. Nous avions aussi des lampes frontales très pratiques pour le chemin de nuit. Nous avions aussi prévu des collations telles que du chocolat, des fruits secs ou bien encore des noix. Nous avions aussi chacune une bonbonne à oxygène qui peut servir si l'on a du mal à reprendre son souffle à cause de l'altitude. D'ailleurs, l'une de mes accompagnatrices en a eu besoin arrivé au sommet car les derniers mètres sont assez intenses. Il est quasi impossible de pouvoir prendre une pause. En effet, à la fin du parcours, nous sommes un peu pressés par des employés du Mont Fuji à garder un rythme soutenu pour éviter de bloquer ce dernier chemin et ainsi éviter les bouchons. Car il faut savoir qu'au niveau de la station 8, plusieurs chemins différents se rencontrent et nous sommes donc nombreux à parcourir les derniers mètres tous ensemble. Nous avions aussi donc du change pour la nuit et des vêtements chauds pour le sommet car en pleine nuit et avec l'altitude, l'air était bien plus frais. J'avais aussi prévu de la crème solaire et c'est à peu près tout ce que j'avais dans mon sac. Si j'ai quelques conseils et ressentis sur mon expérience, c'est d'aller à son rythme et ne pas hésiter à faire des pauses. Nous avions programmé toutes les 40 minutes des pauses pour boire, reprendre notre souffle et surtout s'habituer à l'altitude. Concernant le Subashili Trail qu'on a pris, ce n'était pas un trail facile et c'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de monde. Il y avait presque pas de touristes, voire quasi pas, aussi à cause de la période. Aussi, je tiens à souligner un aspect de mon expérience qui m'a surprise, on va dire ça comme ça, c'était la descente. Arrivée au sommet, j'étais contente, soulagée et fière de ce que nous avions accompli, mais j'avais qu'une seule hâte, c'était de descendre. Dans ma tête, il suffisait de descendre tranquillement pendant 2 heures, prendre le bus, arriver chez moi, prendre une douche et dormir. Non, une grosse erreur, car la descente reste pour moi de loin le pire souvenir du voyage. Une descente rocailleuse et sableuse à n'en plus finir. D'un côté, nous voulions aller vite, mais nous avions peur, en glissant à cause du sable, de nous prendre des rochers dans la tête. De temps en temps, on voyait des Japonais courir et faire des tonneaux devant nous, mais je peux comprendre que l'on veuille se débarrasser de cette descente au plus vite. D'ailleurs, j'étais très contente d'avoir loué des chaussures de marche adaptées qui m'ont permis de ne pas me fouler la cheville et en même temps de ne pas avoir de gravier à l'intérieur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette descente est beaucoup moins documentée que la montée parce que je n'étais plus du tout dans un esprit de contemplation à ce moment-là. Mis à part cela, c'était une très belle expérience. Nous avons eu la chance d'avoir un magnifique lever de soleil du plus haut sommet du pays du soleil levant, ce qui est unique et précieux. Mais il ne faut pas oublier que le mont Fuji est avant tout sacré pour les Japonais et notamment pour les shintoïstes. Car c'est le lieu où réside la déesse Sengen-sama, aussi appelée Konohana Sakuya Hime, qui est la force vitale associée à la floraison des arbres. Aussi, elle empêche le volcan de rentrer en éruption, pourvu qu'on lui témoigne le respect qui lui est dû. Gravir le mont Fuji est donc une manière d'honorer Sengen-sama pour les shintoïstes. Pour les bouddhistes, l'ascension est une métaphore du chemin vers l'éveil. De sa base verdoyante qui représente le monde terrestre, au-delà des arbres jusqu'aux hautes terres désolées, faites de roches volcaniques rouges, représentant le monde des dieux et de la mort, accomplir ce voyage et en revenir
constitue un rituel de purification. C'est pour cela que les Japonais aspirent donc toujours à faire ce pèlerinage au sommet du mont Fuji, au moins une fois dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt